Le scandale de la semaine en République démocratique du Congo, ce sont les écoutes de masse pratiquées par les Britanniques pour le compte des Américains dans les années 2008, 2009, 2010. Ce scandale est révélé, ce n'est pas un hasard, je vais y revenir, par Le Monde Afrique. Les écoutes, elles n'ont rien d'exceptionnel, c'est ce qu'ont révélé notamment Edward Snowden, Wikileaks et d'autres, c'est le système de grandes oreilles mis au point par les Américains qu'on appelle la NSA et avec leur pendant britannique qu'on appelle le GCHQ. Retenez quelque chose, c'est que services secrets britanniques, MI5, MI6, GCHQ et NSA, CIA, etc., ce sont des services qui travaillent ensemble. Les Américains appellent les Britanniques les cousins. On est dans le cadre du fameux impérialisme anglo-saxon. Les Britanniques en Afrique n'ayant fait que sous-traiter, comme ils le font dans d'autres zones du monde, en particulier dans l'Union européenne, les écoutent pour le compte des Américains. Le ministre de l'Information de RDC, Laurent Mendé, eh bien, il s'est indigné du procédé et il a dit que ça lui faisait penser évidemment à cette ingérence des puissances occidentales anglo-saxonnes précisément dans le Congo du début des années 60, à l'époque où on assassinait Lumumba. Je pense qu'il faisait allusion au scandale, dans le scandale de l'assassinat de Lumumba, qui a été révélé en 2014 avec les mémoires précisément de l'ambassadrice britannique à l'époque dans ce qui était le Congo ex-belge, et qui expliquait que l'assassinat de Lumumba avait été mené par un espèce de consortium de barbouzes d'agents secrets de la sûreté belge, de la CIA et précisément du MI6 britannique. Ce qui se passe aujourd'hui, cela démontre que plus de 50 ans après la décolonisation, on continue à avoir ces pratiques néocoloniales et on continue, les puissances occidentales, à faire ce qu'elles veulent dans le malheureux Congo. Les écoutes, elles sont révélées à un moment donné, on n'est pas non plus dans un hasard, où précisément le Rwanda de Kagame commence à être en froid avec ses anciens protecteurs anglo-saxons. Il est même menacé par les Américains d'être traduit devant la CPI. Il est en train de rompre, évidemment, avec les anglo-saxons, les Britanniques, les Américains, les Belges, les Français, évidemment. On connaît le contentieux sur les causes, sur l'événement déclencheur du génocide de 1994. Et on voit ces écoutes qui datent maintenant de plusieurs années, de plus de 5 ans, surgir au moment où elles embarrassent Kagame parce qu'elles dévoilent son rôle dans ces événements du Congo, dans la guerre civile du Congo, dans le dépeçage colonial du pays, dans le vol de ses ressources et de ses matières premières. C'était impensable de révéler ce rôle il y a encore 5, 6 ou 7 ans, mais aujourd'hui cela sert. Pourquoi est-ce que c'est Le Monde Afrique? Parce que précisément, Le Monde Afrique, il fait partie de ces nouveaux médias africains, comme il s'autodénomme. Il est financé ouvertement par une des fondations de George Soros. George Soros, c'est ce milliardaire juif d'origine hongroise devenu américain, qui sous-traite les révolutions de couleur pour le compte de ce que j'ai appelé les vitrines légales de la CIA, ces organismes d'État du gouvernement américain, financés par le budget américain, créés comme l'AND par Ronald Reagan dans les années 80, ou comme la NDI qui s'occupe des élections, le National Democratic Institute, par l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright, la marraine des révolutions de couleur, puisque c'est elle qui a porté sur les fonds baptismaux, par exemple, le groupe Haute-Port, qui forme depuis les groupes de jeunes activistes en Eurasie, en pays arabes, au Proche-Orient, en Afrique, pour précisément le compte des Américains, que Le Monde Afrique, sous l'influence de Soros, directement financé par la fondation Osiwa sud-africaine, organisée par Soros, eh bien c'est pas un hasard, c'est parce que les Américains et Soros veulent se débarrasser aujourd'hui du régime de Kagame. Les explications qui sont fournies par les Américains ou les Britanniques,
Ils se retranchent derrière la soi-disant légalité de leurs pratiques. Les Américains comme les Britanniques racontent qu'ils sont protégés dans le cadre des lois organisant leur activité. On constatera que ces lois américaines et britanniques, elles violent les lois internationales, elles violent la souveraineté nationale des États, elles violent la vie privée des individus et des personnes morales. C'est ça la soi-disant légalité. Et la légalité, c'est l'espionnage du monde pour y exercer des pressions, des opérations clandestines, des déstabilisations. Au milieu de tout cela, on retrouve évidemment le printemps arabe et le soi-disant printemps africain qui est son mauvais clone. Derrière tout ça, la question qui se pose, elle m'a encore été posée par un jeune cadre de Panafricom ce matin, pourquoi cet intérêt pour la RDC? Pourquoi Britanniques, Américains mènent-ils de telles opérations d'écoute à très grande échelle? Puisque même le président Kabila a été écouté, des ambassadeurs ont été écoutés, des institutions françaises ont été écoutées, puisque au sein de l'OTAN, les Américains n'ont pas très confiance dans les Français, comme on le sait. Eh bien, est-ce que tout s'explique par la richesse du sol, ou est-ce qu'il y a d'autres motifs? Le sol, c'est la première explication. On a dit que la République démocratique du Congo, c'était un scandale géologique. C'est exact, il y a toutes les richesses possibles dans un pays qui est pauvre, parce que depuis les indépendances, après le pillage de la Belgique dans le Congo belge, il y a le pillage des multinationales, des Occidentaux et longtemps des Belges et des Français. Ça explique aujourd'hui le rôle que les Belges jouent dans le parrainage de l'opposition comprador de Katumbi ou de Tshisekedi, organisée en Belgique. Tout cela est sous la coupe de ce qu'on appelle les réseaux du Parti libéral belge en Afrique, dont les patrons sont précisément l'ex-commissaire européen Louis Michel et le Premier ministre belge Charles Michel. Nous ne sommes pas parents, Dieu m'en préserve, je m'en réjouis. Il y a aussi dans ces réseaux libéraux le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. C'est pour ça que, par exemple, le fameux rassemblement de Ginval, où on a organisé la soi-disant opposition unie, c'est dans un des fiefs électoraux, dans une commune sous contrôle du MR, le Parti libéral belge. Ce sous-sol, évidemment, il a été pillé. Il a été pillé par les multinationales, j'y reviendrai. Dans le cadre de la globalisation, elles ont pris une mainmise directe sur les richesses du Congo. Mais il y a au milieu de tout ça un chien dans le jeu de qui occidental, c'est la Chine. Les Chinois, évidemment, se sont installés en Afrique. Ils sont les grands rivaux des firmes occidentales, les grands rivaux économiques avant d'être politiques. Ça explique pourquoi les Américains ont réagi. En 2007, ils créent l'AFRICOM, le commandement américain pour faire la guerre. Ils lancent entre 2008 et 2016 35 bases militaires. Ils prennent en main des dizaines d'armées africaines. Et parallèlement, ils lancent un processus politique qui est le clone du soi-disant printemps arabe, organisé sur les mêmes bases, avec la même structure, soi-disant nouvelle presse indépendante, fantasme des constitutions et des démocraties, organisation de groupuscules de jeunes, comme la Louka, comme Y en a marre, comme le Sifflet citoyen. Ils sont aujourd'hui 22 groupes à vouloir déstabiliser l'Afrique sous prétexte de démocratie. Ils se sont révélés lors du sommet de Kigali en juillet 2016, où ils ont signé un manifeste à 22 pour précisément soutenir ce soi-disant printemps africain. Le lancement de l'opération, il est public, il se fait à Washington lors du sommet USA-African Leader, début août 2016, il est lancé par Kerry et Obama, et au milieu de tout ça, on annonce des changements de régime, des présidents qui doivent dégager, 15 à l'époque, 22 aujourd'hui, mais surtout, on décide de faire un exemple. L'exemple, c'est le président de la RDC, Kabila. Il est amené à des conférences de presse avec George Kerry, à des entretiens, et on le désigne comme un mauvais président qui doit partir. C'est évidemment un peu gros, mais ce sont les méthodes des Américains. Après tout ça, le lancement du printemps africain est lancé. Il y a des révolutions de couleur sur le modèle de ce qui s'est fait dans l'ex-Yougoslavie, dans les ex-républiques soviétiques, à Hong Kong, au Venezuela,
lors de tout le printemps arabe, eh bien, on lance des révolutions de couleur au Gabon, au Burundi, encore en RDC. On tente d'en organiser en Guinée équatoriale ou au Tchad où ça ne marche pas. C'est la grande vague de déstabilisation, made in USA. Au milieu de tout ça, le Congo, c'est un des buts principaux. Et dans cette grande théorie des dominos que les Américains, après l'avoir subi en Asie dans les années 50-60, entendent utiliser à leur profit, il y a un domino qu'on pense qui va tomber très rapidement, c'est le Burundi de Nkurunziza. On y lance révolution de couleur, coup d'État raté, soutenu par les Occidentaux, notamment les Belges, et ensuite on lance un mouvement terroriste pour changer de régime. L'idée que le Burundi, en tombant, allait faire tomber le Congo de Kabila dès 2015, elle est enracinée dans la stratégie américaine, ça ne marche pas. Le Burundi résiste, il se tourne vers une posture panafricaniste, il se bat avec de nouveaux alliés, et Nkurunziza aujourd'hui est toujours là. Le Burundi est un régime fort, et il a protégé le Congo de Kabila pendant tout ce temps. Est-ce que ça explique tout, le sous-sol? Il y a aussi une explication fondamentale qui tient à la géopolitique. Avant de l'aborder, je vais parler du lien entre géopolitique et géoéconomie. C'est l'enjeu géopolitique des sociétés minières au Congo. Je me base sur une étude, elle est peu connue aujourd'hui, mais elle est fondamentale, de Pierre Barassietze, qu'il a sorti en 1999, où il explique comment la globalisation est conjuguée avec le changement de régime au Congo, le renversement de Mobutu, la guerre civile, le démembrement du pays et la prise en main de son économie. Il y explique comment la globalisation voit les anciens États coloniaux, dont la France et la Belgique, remplacés par les multinationales occidentales. Il dit qu'il y a deux scandales, lui, en Afrique, le scandale géologique dont nous avons déjà parlé, le deuxième étant un scandale géopolitique. 1990, c'est la chute de l'Union soviétique qui implose, c'est dans la foulée la chute de la Yougoslavie, la deuxième Yougoslavie de Tito, puis la troisième du président Milosevic, qui va résister encore 10 ans. Ce processus, il s'accompagne de deux choses. La proclamation par George Bush père de nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial qui est la domination de la superpuissance unique américaine sur le monde. Les néoconservateurs qui vont bientôt être l'ossature du régime de George Bush II, le fils du précédent, diront que le XXe siècle est un monde américain et ils proclament que le XXIe siècle doit le rester. C'est aussi l'avis des géostratèges du groupe Stratford. Stratford, c'est le principal think tank géopolitique américain, dirigé par George Friedman, lié au Pentagone, au lobby militaro-industriel. Il est très actif aujourd'hui dans les nouvelles orientations du futur régime de Donald Trump. Et au milieu de tout ça, il y a un livre du patron de Stratford, George Friedman, c'est The Next 100 Years, les 100 prochaines années, où il explique justement ce que l'Amérique doit faire pour rester la superpuissance du XXIe siècle. Le nouvel ordre mondial, il s'accompagne d'une volonté de remodelage du monde. Il y a tout d'abord, sur des plans américains, esquissés dans les années 80, qui reprennent eux-mêmes les plans de la géopolitique nazie des années 30, 1945, c'est le démembrement de l'Union soviétique, c'est le remaniement des Balkans, tout ça existe, tout ça arrive, les guerres des Balkans débouchent sur la fin de la Yougoslavie et sur le découpage de l'état fort de la Yougoslavie, de celle de Milosevic, la Serbie, qui perd le Monténégro, qui perd illégalement au regard des lois internationales le Kosovo, qui devient un État de l'OTAN, comme l'est déjà la Bosnie-Herzégovine ou l'Albanie, lié au groupe mafieux et au mouvement fondamentaliste islamiste. L'étape suivante, c'est le remodèlement du Proche-Orient. Là, ce sont des plans de l'extrême droite israélienne, du Likoud,
qui sont repris précisément par les néoconservateurs. Il lance un projet géopolitique qui est dit du Grand Moyen-Orient. Le but, c'est d'accoucher au moins de 10 nouveaux États, dont un État kurde. On voit le projet actuellement à l'œuvre en Irak et en Syrie. Et on voit ce projet être lancé une première fois par les néoconservateurs en 2001-2003, ensuite sous forme de printemps arabe par l'administration Obama. Mais Obama a deux conseillers, on en parle souvent, c'est le philanthrope, mais qui est en fait un spéculateur, George Soros, le financier des révolutions de couleur pour le compte des vitrines légales de la CIA, et c'est Zbigniew Brzezinski, le géostratège, le père du grand échiquier et le théoricien de la domination de l'Eurasie. Immédiatement, le démembrement du Proche-Orient lancé, la déstabilisation des régimes égyptiens, des régimes tunisiens, la tentative qui ne marche pas, c'est la première en décembre 2010 en Algérie, mais les Algériens ont connu 10 ans de guerre contre les islamistes dans les années 90, ils ne suivent pas, c'est l'agression, la destruction de la Jamaïria libyenne, et c'est l'État baathiste syrien résistant, l'importation par les Occidentaux d'une fausse guerre civile qui est une guerre d'agression en Syrie. La vague suivante, c'est le soi-disant printemps africain. Nous en avons parlé très souvent. Le printemps africain, qu'est-ce que c'est précisément? C'est le clone du printemps arabe, c'est le remodelage de l'Afrique. La cible principale, c'est la République démocratique du Congo, ce Congo ex-belge qui est un État continent à lui seul, qui va des frontières de l'océan Atlantique à l'autre côté de l'Afrique, à la région des Grands Lacs. C'est ce grand État au sous-sol extrêmement riche où l'on pourrait bâtir 50 pays. Ce pays qui est plus grand que l'Union européenne, c'est évidemment la cible qui déstabilise le Congo, déstabilise toute l'Afrique centrale et australe, qui tient le Congo, tient l'Afrique centrale et australe. Retenez cela, on est là dans un des fondements de la géopolitique africaine. Le Congo, c'est le pivot géopolitique de l'Afrique centrale et australe. C'est depuis le début des années 1960. Ceux qui étudient les travaux actuellement sur la France-Afrique, les fameux réseaux de Gaulle et Foccart, verront qu'on y insiste sur le fait que dès 1960, le Congo ex-belge était le point de fixation mondial de la guerre froide. À partir de ce moment-là, le soi-disant printemps arabe, basé sur la théorie des dominos, il vise tout d'abord à déstabiliser, puis à installer un régime aux ordres pour préparer le démembrement du Congo. Le Congo est trop grand, il risque uni d'être trop puissant, il faut donc lui arracher le Kivu, il faut lui arracher le Katanga, il faut lui arracher d'autres provinces. Le grand projet, quel est-il? Il est très simple, c'est que la déstabilisation du Congo va conduire à un remodelage de la moitié de l'Afrique, c'est-à-dire à la constitution d'un bloc de l'Afrique australe, la frontière étant l'Afrique subsaharienne et la région des Grands Lacs. Il y aurait de ce moment-là deux Afriques, une Afrique saharienne et subsaharienne, une frontière. Vous verrez si vous regardez où sont les bases actuellement de l'armée américaine, elles sont sur un croissant qui va précisément de l'Algérie jusqu'à Djibouti. On est sur cette frontière subsaharienne dans lequel les Américains, qui ne conçoivent pas l'Afrique comme un bloc géopolitique, voient la frontière de l'Eurasie. Ils voient le limes, comme disaient les Romains, où l'Eurasie doit assurer sa protection. Qu'arrive-t-il de l'autre partie de l'Afrique, ce bloc de l'Afrique australe? Il faut tout d'abord l'angliciser. Il y a un grand projet culturel. N'oubliez pas que la géopolitique, ce sont les armées, le hard power, mais c'est la culture, la langue, l'invasion culturelle, ce qu'on appelle le soft power. Il faut arracher le français à l'Afrique australe. On se rappellera que le Congo, c'est le premier, le plus grand des pays africains francophones. Il faut angliciser tout ça. Le laboratoire, il a déjà été mis en route. C'est le Rwanda de Kagame qui est sorti de la francophobie,
qui a abandonné le français et qui a adopté l'anglais comme langue nationale. Le projet, c'est de faire la même chose au Burundi, de faire la même chose au Congo-Brazzaville, de faire la même chose dans le Congo-Kinshasa. On voit un grand projet à très long terme. Ce long terme, il est vers 2250. On peut trouver, en cherchant sur Internet, des cartes de géopolitique américaine où ce bloc de l'Afrique australe est orienté géopolitiquement vers le bloc des Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, plus du tout vers le reste de l'Afrique, plus du tout vers l'ensemble eurasien, qui est sa continuité politique et économique naturelle. On est à ce moment-là au milieu de la géopolitique française en Afrique. Celle qui existait avant que Sarkozy et Hollande ne rejoignent l'Alliance Atlantique en 2007-2008, ne s'intègre totalement avant que les généraux français ne soient des généraux français de l'OTAN. On sait qu'il y a eu des cycles géopolitiques en Afrique. Au milieu de ceux-ci, il y a la politique qui a été celle de la France, qui était rivale de celle des États-Unis. Il y a un premier cycle entre 1960 et le milieu des années 70, où on voit Français et Anglo-Saxons, Britanniques et Américains s'opposer. Ils s'opposent au Congo. On sait que ce sont les réseaux Foccart aujourd'hui qui ont porté à bout de bras la sécession de Tchombe au Katanga. Ensuite, le gouvernement Tchombe, Mobutu étant lui l'homme des Américains. Lors de la sécession du Katanga, ce sont les mercenaires de Foccart qui combattaient les mercenaires et les conseillers américains du côté de Mobutu. On verra encore cette opposition lors de la sécession du Biafra du Nigeria. Du côté biafrais, on trouve de nouveau les réseaux Foccart, ces mercenaires, on trouve la multinationale Elf qui s'appelle aujourd'hui Total, et de l'autre côté, à nouveau les anglo-saxons. Au milieu des années 70, grâce précisément au Congo, puisque les Français se rallient à Mobutu et le soutiennent, la rivalité prend fin, et jusqu'aux années 2000-2005, la France, avec l'accord des Américains, joue le rôle de gendarme de l'Afrique. Elle va le jouer à de nombreuses reprises, particulièrement au Congo. Arrive, comme je vous l'ai expliqué, les années 2007-2008, l'intérêt direct des Américains pour reprendre le contrôle de l'Afrique, pour barrer la route aux Chinois, pour barrer la route aujourd'hui aux Russes, et pour dégonfler la puissance française, puisque les Américains se méfient de la France depuis le fameux discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies en 2003, où la France de Chirac, brûlant des derniers feux de la grande politique africaine du général de Gaulle, s'oppose aux attaques contre l'Irak et l'Afghanistan. Aujourd'hui, l'Amérique est aux manettes, la France, elle porte les valises des États-Unis. Ça n'empêche pas que la géopolitique qui avait été définie par Foccart, elle joue toujours un rôle et elle a été absorbée par la géopolitique américaine. Foccart considérait que le Congo-Kinshasa jouait un rôle central en Afrique francophone. Il estimait qu'il fallait en faire le pivot de la France en Afrique, alors que le Congo-Belge n'avait pas fait partie du précaré français, parce qu'il était précisément le premier pays francophone. On voit cette géopolitique reprise dans les deux sens par les géostratèges américains, à la fois parce qu'ils conçoivent aussi aujourd'hui le rôle géopolitique central du Congo, mais aussi parce qu'il faut y abattre la francophonie. On va encore faire un dernier aller-retour avec les années 60, parce qu'elles sont d'application avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui est la résistance africaine du Congo, le Congo du président Kabila, allié au Burundi du président Nkurunziza. Il y a, dans les années 60-65, un bloc des panafricanistes qui s'oppose à un bloc des néocolonialistes. Le bloc des néocolonialistes, il comprend aussi bien la France-Afrique de Foccart et de Gaulle que les puissances anglo-saxonnes, dont le principal agent va être ce général devenu maréchal Mobutu, les années de dictature, les années noires de ce qui était devenu le Zaïre. En face, il y a un bloc panafricaniste avec
l'Égypte de Nasser, qui n'a pas été seulement un grand panarabisme, mais a été un très grand panafricanisme. Il y a celui qu'il protège, Lumumba. On sait qu'il a fait exfiltrer les enfants de Lumumba après son assassinat, et que mon ami Roland Lumumba a été élevé par Nasser dans sa famille comme un de ses fils. Il évoque encore avec les armes aux yeux la grandeur de Nasser dans cette affaire. Il y a Nkrumah au Ghana, évidemment. Il y a au Congo ex-belge, pas seulement Lumumba, il y a le grand Gizenga, qui est toujours là, qui était Premier ministre, qui même diminué par l'âge et la maladie, tient toujours des positions nationalistes et panafricanistes solides. Aujourd'hui, la résistance du Congo, la résistance du Burundi, elle également s'appuie sur des positions panafricanistes, et sa légitimité, c'est qu'elle puisse précisément ses racines dans le panafricanisme des débuts des années 60, ce panafricanisme qui a été tué, comme a été tué Lumumba par les puissances occidentales, ce panafricanisme qui a rené dans les années 2000 avec l'Union africaine de Muammar Kadhafi, lui aussi assassiné par les mêmes occidentaux. Aujourd'hui, ce panafricanisme, il vit, il bat à Kinshasa, il vit, il bat à Bujumbura, mais il n'est plus seul. Dans les années 60, on était dans un panafricanisme des États, des intellectuels, des leaders politiques. Aujourd'hui, avec notamment la grande télévision panafricaine, Afrique Média, le panafricanisme est un panafricanisme des masses africaines. Ce sont des centaines de millions d'Africains qui regardent chaque semaine Afrique Média, qui vibrent pour le combat de libération continentale, pour les grandes causes panafricaines, notamment l'Afrexit-CPI, qui a été lancé par nos camarades du Burundi, du CNDD-FDD. Aujourd'hui, le combat du Congo, il est à la pointe du combat du panafricanisme. Il n'a jamais cessé de l'être depuis un demi-siècle.